Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la numérisation, la transmission et le stockage de l'information. Dans cette partie, nous allons traiter le stockage. Donc d'abord quelques petits rappels. Qu'est-ce que c'est qu'un bit? Un bit, ça vient de l'anglais binary digit, c'est-à-dire un nombre binaire, un chiffre binaire. C'est 0 ou 1. Donc avec 2 bits, on peut écrire 4 valeurs, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Donc 2 puissance 2. Avec 3, vous pouvez regarder, pardon, et on peut avoir 8 valeurs, 2 puissance 3. Avec 4 bits, on peut coder 2 puissance 4, c'est-à-dire 16 valeurs. Avec n bits, on pourra écrire 2 puissance n valeurs. Donc plus le nombre de bits est élevé, plus le nombre de valeurs disponibles pour le codage sera grand. Bon, maintenant, comment convertir un nombre binaire en nombre décimal? Donc que vaut l'octet, donc l'ensemble de 8 bits qui est ici, en décimal. Donc il y a deux méthodes. Une méthode qui me semble relativement simple, c'est d'écrire toutes les puissances de 2 jusqu'à 7, ça nous en fait donc 8. Et on affecte les 0 et les 1 à chacune de ces puissances. Voilà. Ensuite, on fait la somme. On a donc, dans l'ordre, une fois 128, 0 fois 64, une fois 32, une fois 16, etc., etc. On fait la somme de tout ça et on obtient 178. Donc à vous de jouer. Quel est le nombre maximum de valeurs sur 4 bits? Essayez de convertir 0,1,0,1 en décimale. Écrire la valeur décimale maximale que l'on peut coder sur 4 bits en décimale et en binaire. Écrire ce nombre en décimale. Et quelle est la valeur maxi d'un octet en décimale ou en binaire. Donc vous pouvez mettre la vidéo en pause et essayer de répondre aux questions. Donc voilà les résultats. Donc je vous laisse regarder et essayer de voir si vous avez les réponses exactes. Alors parlons maintenant des kilo-octets, des mégaoctets, des gigaoctets. Donc en informatique, les processeurs ne traitent pas bit par bit, mais ils traitent par paquet. Donc à partir de 1970, on a décidé de traiter par multiple de 8. C'est un octet. Donc un octet, c'est devenu aujourd'hui l'unité à part entière. Donc on a ce qu'on appelle des kilo-octets. Un kilo-octet, c'est 1000 octets en l'occurrence. Un méga, c'est 1 million. Un giga, 1 milliard. Et un téra, un millier de milliards. Mais les informaticiens sont des gens formidables. Donc normalement, en informatique, les préfixes kilo, etc. ne représentent pas une puissance de 10. C'est une puissance de 2. En l'occurrence, 1 kilo, c'est 2 puissance 10, c'est 1024. C'est pratiquement 1000, mais c'est 1024. Donc ainsi, on considère que les kilo-octets représentent 2 puissance 10, c'est-à-dire 1024 octets. Donc ça va changer un petit peu certains nombres. Donc voilà, pour se mettre en accord avec les préfixes, et pas confondre les kilos que nous on appelle 10 puissance 1000 par exemple, et ce qu'on utilise en informatique, on va utiliser kibi pour kilo binaire. Donc on aura donc des kibi-octets qui seront 2 puissance 10 octets et 1024 octets, des mébi, donc c'est méga binaire octets qui représenteront 1024 kilos, des JB, des TB, etc. Vous pouvez regarder un petit peu ce que ça donne. Et les informaticiens sont décidément vraiment des gens formidables. Donc en anglais, le mot byte ne correspond pas à notre mot bit. Donc il ne faut pas confondre le byte, ce sont des octets. Voilà. Et donc quand on vous parle de grand M, grand B, ce ne sont pas des mégabits, mais des mégabytes, mégaoctets. Alors, revenons maintenant à notre stockage optique, c'est-à-dire qu'on va stocker des données en utilisant une radiation électromagnétique, une radiation lumineuse. Donc voilà le lecteur CD. Alors, comment on va coder? Eh bien, la première chose, on va regarder un petit peu la surface du disque. Donc, vous avez une couche imprimable, une couche protectrice, une couche réfléchissante, donc métallique, et une couche transparente en polycarbonate. Donc l'information est inscrite sous forme de bosses gravées dans la couche de polycarbonate. C'est ce qu'on voit ici. Ça, ce sont les bosses. Voilà.
Et tout ça le long d'une spirale, hein, ici on le voit ici, tout au long du disque. Alors attention ici, hein, vous voyez bien, on dirait que vous avez ici un creux, mais c'est une bosse de l'autre côté. Hein. Donc la longueur maximale d'une bosse pour un CD 0,83 micromètres. La distance entre deux spires, ici, là, cette distance ici qu'on appelle la distance L, 1,67 micromètres. La spirale, c'est environ 6 km de long. Et la profondeur des creux, 125 nanomètres. Alors juste pour votre culture personnelle, il existe différents types de CD. On a des CD où on fait juste une gravure, hein, donc c'est une impression de micro-trou, ça se fait en usine, hein, préenregistré, donc non réinscriptible. Ensuite ici, on a un phénomène de brûlage, donc là ça se fait par l'appareil, on altère thermiquement des propriétés optiques d'un plastique, et à ce moment-là, on peut enregistrer, mais une fois qu'on a brûlé, ben, on ne peut pas réenregistrer. Ensuite, on a des phénomènes de changement de phase, où là, on utilise une induction thermique, et d'un cristallin amorphe. Et à ce moment-là, on modifie la structure d'un composé. Et là, on va pouvoir enregistrer, effacer et de nouveau réenregistrer. Et on a des techniques magnéto-optiques à ce moment-là, avec une polarisation de la lumière, avec une aimantation. Et là, on va pouvoir écrire et lire. Et là, on voit qu'on a deux couleurs. Et en fait, suivant la façon dont on magnétise les composants, on va pouvoir réécrire. Alors maintenant, comment ça fonctionne? Donc, on fait tourner les disques. Les bosses doivent défiler devant un faisceau laser à une vitesse constante. La vitesse de rotation du disque s'adapte donc à la fonction de la position à l'intérieur. Et donc, on voit là, à ce moment-là, que lorsque la tête de lecture se rapproche de l'extérieur du disque, eh ben, le disque ralentit pour qu'on ait toujours une vitesse constante. Alors, comment maintenant va-t-on lire les informations? La diode laser est un faisceau laser qui réfléchit par la couche métallique du CD. Ici, voilà. Le faisceau est renvoyé jusqu'à la photodiode. Vous voyez, le faisceau était parti de là. Donc, lame semi-réfléchissante, donc là, ça passe, ça redescend, ça réfléchit et c'est renvoyé ici, qui mesure l'intensité. Donc, la lumière du laser est à la limite de l'infrarouge, hein, 780 nanomètres. Et le diamètre du faisceau, ici, c'est 2,1 micromètres. Donc, maintenant, on va regarder un petit peu ce qui se passe plus précisément. Alors, comment on obtient le code binaire? Ça, c'est une coupe suivant le sillon. Vous voyez que le lecteur va passer devant les plats et les creux. Et là, vous voyez, quand vous passez devant un creux, là, vous avez, là, hop, au passage, vous avez un moment où vous avez des ondes qui sont en opposition de phase. Et lorsque vous êtes sur les plats, vous avez des ondes qui sont en phase. On va regarder plus près sur une image. Voilà ce qui se passe ici. Tant que vous êtes ici sur une zone plane, vous avez envoyé et reçu des faisceaux qui sont en phase. Et donc à ce moment-là, vous avez des interférences constructives. Quand vous arrivez ici, hein, vous renvoyez ici une partie du faisceau que vous renvoyez est en phase avec ce que vous avez envoyé. Et là, cette partie-là a fait une distance plus importante et donc vous avez un décalage. Et ce décalage, en réalité, va être égal à une demi-longueur d'onde. Et vous aurez des interférences destructives. C'est ce qu'on voit ici. Donc, comment on code? Tant qu'on n'a pas de changement, on code par des zéros. Et dès qu'on a un changement, c'est-à-dire dès qu'on a une interférence destructive, on passe à un 1. Donc, vous pourrez regarder un petit peu en faisant pause sur la vidéo. Alors, le CD subit un phénomène de diffraction. Et donc, pour résoudre ce problème-là, c'est-à-dire qu'en réalité, au lieu d'avoir un point, hein, pour le laser, on a une tâche, ça s'appelle la tâche d'Airy. Et cette tâche d'Airy, elle dépend de deux choses. Elle dépend de la longueur d'onde utilisée et elle dépend de ce qu'on appelle NA. NA, ça s'appelle numérique aperture, c'est l'ouverture numérique. Et donc, en fait, cette tâche D, elle sera d'autant plus grande que lambda est grand et d'autant plus
petite, si lambda est petit et si NA est grand. Donc voilà pourquoi pour un CD avec une longueur d'onde de 780 nanomètres, on obtient des tâches relativement grandes et on ne peut stocker, donc comme les tâches sont grandes, vous voyez, on ne peut pas rapprocher les pistes plus que ça, donc on va stocker moins d'informations, 750 mégaoctets, parce que l'ouverture optique, elle est de 0,45. On est passé ensuite au DVD, à ce moment-là on a changé la longueur d'onde, on est passé à une longueur d'onde plus faible, et on a réussi aussi à changer l'ouverture optique, à l'augmenter. Donc on a augmenté ça, on a diminué ça, donc on a diminué la tâche, on le voit ici, ce qui nous a permis de mettre plus de pistes. On peut donc stocker plus d'informations, et dans le Blu-ray, on a continué, on a encore diminué l'ouverture optique, augmenté l'ouverture optique, diminué la longueur d'onde qui correspond à du bleu, et on obtient effectivement beaucoup plus de stockage, 23 gigaoctets. Merci de votre attention et à bientôt.